on parle beaucoup des personnes qui ont plus ou moins bien vécu la crise via leur travail, mais il y a aussi effectivement plein de gens qui ont carrément perdu leur travail, dont on ne parle pas forcément. Et je trouve que tout ça, ça a aussi mis beaucoup plus en valeur toutes ces notions liées aux émotions, en fait. Dans le travail, est-ce qu'on parle ou pas de nos émotions, dans quelle mesure, en fait, on peut partager nos émotions, ce qu'on vit, et surtout le fait qu'on vive mal tout ce qui est en train de se passer. Et on s'est rendu compte, en fait, que c'était ô combien important de créer tous ces cercles de parole de façon régulière pour permettre aux salariés, justement, cet espace un peu bienveillant, de confidentialité pour partager les vécus. C'est le principe de la résilience, hein, de commencer de toute façon par identifier ses émotions, identifier ce qu'on est en train de vivre, de quelle façon on le vit et comment on peut trouver des solutions. Et je trouve que, alors bon, c'est encore, je trouve, je prends aussi mon angle de vue un peu positif et optimiste là-dessus, mais ça a permis de développer de plus en plus le champ de l'intelligence émotionnelle dont on parle de plus en plus actuellement. Et de se dire que finalement, si on vit des difficultés, c'est aussi le moment de prendre le temps de les accueillir ensemble et de peut-être commencer à développer, par exemple, en entreprise, des pratiques comme la gratitude, tu vois, se contenter de juste savourer un café virtuel avec son équipe le lundi matin, partager sa météo intérieure. Tu vois, moi, c'est des choses que je fais beaucoup en introduction d'ateliers en ligne, par exemple, où on partage des ressentis, utiliser tous les outils de la communication non violente aussi, qui nous permettent de comprendre nos émotions, nos besoins, etc. Et donc, je trouve que voilà, la crise, elle a été aussi positive là-dessus, c'est que on parle aujourd'hui beaucoup plus ouvertement de nos émotions et c'est OK de dire qu'on va pas bien. C'est OK et au contraire, en fait, on se sent d'autant plus vulnérable et authentique, je trouve, quand on dit qu'on va pas bien. Et les gens trouvent, je pense, trouvent écho aussi en ce qu'on vit chacun. Donc. Oui. Ça, Julie, je suis d'accord avec toi. J'ai remarqué que plus on en parle, en fait, et plus on va se rendre compte que les gens s'ouvrent aussi avec nous. Et c'est là que ça commence à créer une synergie. Le premier qui va commencer à dire hey, moi je souffre, courage à lui, mais derrière il y en a beaucoup qui vont peut-être oser prendre la parole et se sentir plus à l'aise, en tout cas moins seul déjà, mais c'est vrai que courage au premier qui dit ça va pas, et pour dire aussi parfois je vais mal, il faut qu'il y ait aussi quelqu'un qui écoute. Alors quand on a des personnes comme toi Julie auprès de nous, c'est super, mais quand c'est des petites organisations ou même parfois des grandes organisations et on ne sait pas vers qui se tourner, c'est délicat. Mais c'est vrai que cette période-là, vu que tout le monde est un peu chamboulé, tout le monde prend conscience que c'est important d'écouter l'autre dans ses difficultés parce que tout le monde en fait se retrouve dans un peu la même galère, quoi. Je vous remercie toutes les deux pour ce que vous êtes en train de dire là, parce que vous êtes en train d'expliquer pourquoi il est important pour moi de faire ces lives. Voilà, parce qu'on est tous les mêmes, on traverse tous les mêmes situations, et qu'à un moment donné, s'il y en a un qui se lance, ça permet à chacun de se dire « Ah, en fait, je suis pas tout seul. » Et vu qu'on n'est pas tout seul, on peut s'autoriser à dire « Ah, et toi, tu vis ça aussi ? Ah ouais, donc toi aussi, ok. » Et au final, on sort de sa solitude qu'on a créée. Quand tu parlais tout à l'heure, je dis de tout ça, il y a une question qui m'est venue, c'est est-ce qu'il est facile de demander de l'aide aujourd'hui ? Je vais vous expliquer pourquoi je pose cette question, parce qu'en ce moment, je me retrouve forcément limité dans mes capacités à me mouvoir, etc. Et je me retrouve dans une situation où je n'ai pas d'autre choix que de demander de l'aide. Et c'est éprouvant pour moi, c'est contre-intuitif, c'est remuant. Et par contre, ce qui est beau, c'est que vu que j'ai pas le choix, je le fais et j'ai des retours qui sont magnifiques parce que je me rends compte que je suis beaucoup plus entouré que ce que je croyais. Donc du coup, juste merci les gens qui m'entourent parce que je vous aime. Voilà. mais du coup, voilà, ma question initiale, c'est mais qu'est-ce qui fait que c'est à ce point difficile de demander de l'aide initialement? Ou en tout cas, est-ce que vous partagez cet avis? Dans le contexte de l'entreprise, je trouve que, en fait, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens individuellement, naturellement, commencent à lever le doigt en disant moi je souffre, je vais pas bien, écoutez-moi. Il faut provoquer le truc en créant des espaces pour le faire. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de ritualiser des moments qui sont officieux, qui sont informels. C'est hyper important de créer ce qu'on appelle en qualité de vie de travail des bulles d'oxygène. Et
Et si peut-être tu organises par exemple ce genre d'espace d'écoute et de parole un premier mardi, peut-être que le premier mardi tu vas avoir 2 personnes qui vont oser venir, puis ils vont en parler et tu auras peut-être de plus en plus de gens. Il faut aussi laisser le temps aux gens pour se sentir en confiance, tu vois, mais voilà, il faut vraiment créer cet espace en fait et dire aux gens, bah, nous on est là, vous le savez et voilà, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez envie de parler ou pas. Après, je trouve qu'en entreprise, les managers, ils ont quand même un rôle qui est de prime importance, hein, puisque c'est le manager, il est quand même censé être là pour bien connaître son équipe, et pas son équipe de façon générale, mais son équipe de façon individualisée, personne par personne. Heureusement, il y a de plus en plus de managers qui prennent le temps de connaître chaque personne. Et normalement, un manager de proximité, un manager qui est authentique, qui est inspirant, qui est vraiment un leader en fait, eh ben, il va être là pour mettre en confiance chacun de ses salariés et être là pour écouter s'il veut. Enfin, ouais. Mais il faut créer le cadre en tout cas. C'est clair que sinon ça se fera pas tout seul. Ouais. Je te remercie de recentrer la discussion dans le cadre de l'entreprise, parce que c'est vrai que je prenais l'exemple de la vie au global, parce que mon impression c'est qu'il y aurait comme une culture de ne pas parler de son problème déjà dans sa vie personnelle. Du coup, est-ce que on aurait tendance à le retransmettre dans la vie professionnelle? Du coup, je trouve ça intéressant que tu apportes les ressources pour dire bah, ça pourrait exister si à un moment donné il y avait des idées qui émergeaient dans les entreprises, à cultiver des espaces qui puissent être sécurisants pour ouvrir la parole tout simplement. Donc encore une fois, vous qui écoutez ce live ou ce podcast, rappelez-vous que vous aussi vous avez la possibilité de soumettre des idées qui pourraient vous soutenir. C'est important. Tu disais un truc, Julie, tout à l'heure, par rapport aux émotions dans le travail, peut-on en parler? Tu parlais aussi de cercles de parole en entreprise. Du coup, les cercles de parole en entreprise, vu que tu as quand même une expérience de la chose, est-ce que c'est présent dans beaucoup d'entreprises? Est-ce que ça se fait fréquemment? C'est en train de se développer de plus en plus. Aujourd'hui, avec tous les outils digitaux, en fait, on est en train de virtualiser cette pratique-là et c'est en train de se développer de plus en plus. Alors après, en termes de typologie d'entreprise, je pense que c'est tout à fait bienvenu de le faire, que ce soit des petites ou des grands groupes. Mais oui, c'est en train de se développer. En fait, on réalise vraiment que les enjeux de santé psychologique des salariés, c'est quand même des enjeux de premier plan pour assurer la pérennité d'une entreprise. Et que si on n'est pas là présent pour les salariés, ben, concrètement, l'entreprise, elle va se casser la gueule dans peu de temps, quoi. Donc ces cercles-là, ils sont hyper importants et ils se développent de plus en plus. Et moi, je vois aussi une courbe exponentielle sur le développement du métier de Chief Happiness Officer. Parce qu'il y a aussi une vraie envie, une vraie volonté de bon nombre de personnes d'être là aussi en soutien pour aider peut-être les plus vulnérables, les plus faibles à mieux être au travail.